Alors, Béchar Tombé Lundu, si j'ai bien compris, les recettes pétrolières du Congo, finalement, sont captées et planquées dans les comptes privés des membres du clan Sassou Nguesso, la vérité. C'est ça parce que, et j'aime bien le rappeler ici, c'est Mathias Nzon qui le disait, qu'au trésor public, l'argent du pétrole n'arrive plus. C'est vide, vide, mais alors zéro franc, même pas de centime, même pas un centime n'arrive au trésor public. Il disait même, il partait même plus loin pour dire que même les menus recettes, tu vois un peu, ont été finalement domiciliés dans une banque privée. Ben là Donc, encore, j'étais vous en dites train de qu'ils ont dire, été je vais terminer domiciliés. ma question Pardon, et Christian. Oui, oui, je vais terminer allez-y. juste la question, s'il te plaît. Alors, donc, on capte tout l'argent du Congo, des recettes pétrolières, mais même les menus recettes, on les capte, on les place dans les banques privées, c'est-à-dire dans les comptes privés des membres du clan Sassou Nguesso, et on va s'endetter pour venir finalement faire semblant de construire quelques infrastructures. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais proposer à nos téléspectateurs cet élément où le ministre Andeli en parlait. Suivez. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Voilà, alors Béchar Tombelundu, pour le ministre Ondeli, tout ce qui a été construit au Congo, il parle bien de l'aéroport, la route nationale, et voilà. Tout ça, ça a été fait avec les prêts chinois. Et donc la question demeure d'actualité. Où va donc l'argent du pétrole congolais? Là encore, nous Bah, parlons vous du parlez de pétrole, il y a l'argent le du bois, pétrole les minerais et congolais. autres. Mais où va donc Voilà. l'argent du pétrole congolais, puisque ça n'atterrit Il n'y a même pas que pas au l'argent du trésor? pétrole. Il n'y a pas que l'argent du pétrole, Christian. Mettons un peu l'argent du pétrole de côté. Comment Milongo, paix à son âme, a pu gérer le Congo, a pu rattraper le retard de la dette sociale avec les recettes intérieures. Pour vous dire qu'il y a quand même un vrai potentiel autour de cette assiette fiscale. Et cette assiette fiscale, en fait, qui constitue le leitmotiv des déficits budgétaires constatés, vient du simple fait qu'il y a un boycott organisé. Vous avez dit que les recettes sont détournées pour alimenter les comptes Privé, oui. d'un clan que vous avez cité lors de Les votre membres du clan intervention. Sassou Nguesso, les éléments existent, les éléments de preuve. OK, donc partant sur ce fait, comment en fait, il faut peut-être chercher à comprendre comment ils font pour pouvoir détourner ces fonds. Vous Oui, mais c'est avez ce pour la mécanisme plupart peut-être qu'il faut comprendre comment ça se passe. Moi, je suis pas spécialiste mais comment en ça se matière passe? Je veux vous donner un exemple que c'est déjà même un sujet qui est pendant en ce net moment, peut-être même au tribunal. Pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas citer le nom de la société. Il y a un scandale qui s'est déroulé au niveau de la douane, notamment à Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur notre plateau Béchar Tombé Lundu, spécialiste en ressources humaines, analyste économique, ancien directeur des ressources humaines CGLEC Congo-Brazzaville. Bonjour Béchar. Bonjour Christian Perrin.
Merci, Béchard, de votre disponibilité pour cet échange. Vous avez certainement vu le récapitulatif sur la vente du pétrole congolais comptant pour le dernier trimestre, juillet, août, septembre 2024, pour un montant total de 748 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut revenir sur ce récap pour comprendre d'abord les chiffres, s'ils sont convaincants, ensuite les motivations de ceux qui l'ont mis sur les réseaux sociaux. Commençons par les chiffres. Quand vous avez lu ce récapitulatif, quels commentaires vous inspire-t-il? Une fois de plus, bonjour Monsieur Christian Perrin. Merci encore de porter votre dévolu sur ma modeste personne pour éclairer plus d'un Congolais sur la gestion de notre pays, ce beau pays qui d'emblée est foulé aux pieds par ceux qui ne souhaitent pas le gérer convenablement et à côté avec une manne je parlerai plutôt la malédiction du pétrole. On ne saurait comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à vivre autant de difficultés, autant de misère pour ce peuple congolais. Donc, pour revenir au tableau que vous venez Oui, mais d'afficher. pendant que vous allez continuer, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant, il faut comprendre, vous parlez de la malédiction du pétrole, et moi, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que réellement c'est la malédiction des ressources que nous avons, c'est-à-dire le pétrole, ou c'est la médiocrité des gens qui ont la charge de gérer ces ressources? Ben, je dirais malédiction juste de façon imagée parce que tout ce qui est bien ne saurait être une malédiction dans le sens où ça pourrait contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Congolais que nous sommes. Maintenant, à assimiler cela à une médiocrité ou à une mauvaise foi, je préférerais parler de la mauvaise foi que de parler de la médiocrité parce que la médiocrité est la conséquence d'une méconnaissance d'un certain nombre de choses pour lesquelles vous n'avez pas les outils nécessaires pour pouvoir vous exprimer. Et cependant, dans le cas du Congo, nous avons une équipe gouvernementale dont pour la plupart c'est des docteurs au plus haut de leur grade et peut-être même des professeurs et que je ne peux comprendre qu'on ne soit pas en mesure de nous déployer ou de nous mettre en musique euh, une, euh, une situation abordable et intéressante pour pouvoir user de ce pétrole congolais qui, d'emblée, est une vraie bénédiction pour notre pays. Je dirais malédiction, pourquoi? Tout simplement parce que, ben, au lieu de jouir de ce don de la nature, mais il nous emmène, il nous tire plus bas par ceux qui pensent que le Congo leur appartient et que les recettes pétrolières ou encore cette opportunité que la nature nous a mis disponible est le bien d'un clan. Alors, revenons donc sur les chiffres contenus dans ce récapitulatif où on nous a présenté bon, un document qui reste encore à authentifier, mais on peut en parler puisqu'il circule encore et tout le monde en parle. Donc, c'est un total de 748 milliards de francs CFA issus de la vente du pétrole congolais au dernier trimestre, bien sûr, juillet, août, septembre 2024. Est-ce que ces chiffres-là sont convaincants pour vous? Bah, je pense que je dirais, ça c'est encore de la manipulation de ceux qui veulent bien user de la masturbation intellectuelle. Passez-moi le mot, il est aussi fort que ça, mais c'est celle-là la réalité. Autrement, je dirais, on est là dans du sensationnel médiatisé, tout simplement parce que euh, l'étau se resserre tellement qu'il faut minorer les chiffres pour donner l'impression à la population congolaise que l'attendu des recettes du pétrole sur le trimestre évoqué ne présente pas une embellie et c'est ce qui justifie l'état de cessation de paiement parce que les recettes attendues sur cette période ne sont pas celles présentées en chiffres réels. Donc pour moi, je pense que c'est là une manipulation du gouvernement, je le dis avec
beaucoup de pincettes parce que l'origine du document, c'est vous qui l'avez présenté. Et si c'est fait dans cet esprit, je dirais que c'est une simple manipulation euh, du gouvernement pour minorer et justifier leur incapacité à régler les questions liées au bien-être des Congolais que nous sommes. Et pour Alors, donc, si revenir, j'ai bien compris, pardon, Béchar Tombé Lundu, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire que tout à l'heure vous avez dit, hein, les taux se resserrent et donc il faut minorer pour faire comprendre aux Congolais que, bon, finalement, ce n'est pas la faute au gouvernement, c'est plutôt les recettes attendues qui ne sont pas aussi conséquentes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais lorsqu'on se réfère, d'abord, parlons-en. Vous êtes un ancien directeur des ressources humaines hein, de CGLEC Congo, et donc c'est le secteur du pétrole, bien entendu. D'abord, lorsqu'on regarde la qualité du pétrole congolais, on parle du Brent. C'est une des meilleures qualités. Et lorsqu'on se réfère sur le coût, c'est-à-dire le prix du baril, bon, c'est vrai qu'au Congo, en avril, euh, l'administration congolaise a fixé les prix à 82 dollars le baril. Je ne sais pas si c'était ça suffisant. c'est le baril du brut normal. J'ai cru comprendre que quand ils ont parlé du Brent, ils l'ont fixé à 84, le prix du baril. Mais là encore, je pense que effectivement, comme ils sont dans la logique de minorer les chiffres pour des besoins prévisionnels, parce que le cours du baril, il fluctue tellement que, bon, le besoin, entre guillemets, de responsabilité ou afin de ne pas exagérer sur les chiffres, il minore le coût du baril du Brent à 84, alors que, à ma connaissance, c'est un produit qui est vendu entre 100 dollars ou plus en temps normal. Ça veut dire que le Congo a vendu pour beaucoup plus que ce qui a été présenté dans ce document, même si Bah, jusque-là, comme on déjà, l'a je dit, pense il n'est qu'il pas faut encore que authentifié. même si le document n'est pas encore authentifié, je pense que, étant donné qu'on parle du pétrole, pour le commun des mortels, vous l'avez bien évoqué tout au début de cette émission, que la place du pétrole dans notre économie, c'est-à-dire que c'est le pilier central de l'économie de notre pays, représentant une part des revenus fiscaux et des exportations plus importantes. Maintenant, vu qu'on était en train de parler de la fluctuation des prix du pétrole sur le marché mondial, cela combine en fait, combiné à cela des contraintes structurelles influencées par la manière significative des revenus générés, explique à juste titre que notre pays se retrouve là dans une situation euh, complexe voulu par ceux qui ne veulent pas diversifier notre économie. Et c'est ce qui justifie qu'à chaque fois, on a tendance à penser que le pétrole qui est la manne ou la mer qui allaite le plus le bébé qui est le Congo se retrouve en situation de déficit à chaque fois. Lorsque je lis le document, je vois ici, c'est écrit type Geno, Kosa, Yombo. Bon, encore là, C'est la qualité du pétrole. Parce qu'en fait, le pétrole, quand il sort du sous-sol congolais, il y a le Brent, en fait, vous voyez le pétrole lampant. tout à Le fait. Brent apparaît lorsqu'on l'extrait du sous-sol, il apparaît comme étant le pétrole lampant. On peut le prendre et l'utiliser directement. Et il y a une autre qualité du brut qui est tout noir et donc il faut nécessairement le faire passer à travers des séparateurs pour enlever déjà l'eau pendant l'extraction et ensuite enlever la gangue et recueillir le liquide noir qui est ensuite pompé dans des stockeurs pour être vendu par la suite. Et c'est ce pétrole-là qui est en fait raffiné pour plusieurs dérivés. Et donc, ça veut dire que tous ces produits-là qui sont exploités par toutes les entreprises, j'allais dire, sans exception aucune, toutes les entreprises installées au Congo-Brazzaville, dans le cadre, par exemple, de l'exploitation du pétrole, c'est ça.
Ah oui, exactement. Le Brent, pour le cas du Congo, il est produit sur la plateforme, la barge NKP Nkossa. C'est sur Nkossa qu'on retrouve la plus grande partie de la production du Brent de notre pays. Et Nkossa, c'est une plateforme flottante qui est installée au large de nos côtes. Enfin, pour terminer sur ce volet, en mars 2012, vous vous souvenez, l'Angola et le Congo-Brazzaville ont signé deux accords notamment sur l'exploitation et le partage, bien sûr, du pétrole suite à la découverte plutôt, à une découverte d'un gisement de pétrole au large des frontières Congo-Cabinda. Vous vous souvenez? C'est Est-ce qu'on peut Liandi, c'est penser à que, Liandi exactement. pardon, C'est à Liandi. Liandi, c'est bien Le cela, nom de oui. la plateforme, c'est Liandi. Ce que j'ai, à l'époque où j'étais directeur des ressources humaines de CGLEC, j'ai envoyé des collaborateurs qui sont allés travailler sur cette plateforme qui est à mi-chemin entre le Congo et le Cabinda. Alors, c'est un gisement donc dont la licence appartient à la compagnie Chevron, c'est ça, la compagnie américaine Chevron, évaluée à 67 millions de barils. Et donc, lorsqu'on nous présente ici les statistiques en parlant de Djeno, Kossa, Yombo, est-ce qu'on comprend par là que c'est toute cette quantité du pétrole, tous les gisements compris, qui donnent à la fin, bon, disons, pour un trimestre, 748 milliards seulement. Je vous ai dit que les chiffres sont minorés à la base. Vous ne parlez là que de Chevron, Total, Eni. Vous ne parlez pas d'Eni. Vous ne parlez pas de Perenco. Perenco qui a repris une partie des plateformes jadis gérées par Total du fait de la fin de la concession. Parce qu'en fait, pour le commun de mortel, lorsque Total, c'est le plus gros hein, de notre pays, lorsque Total met en production un champ pétrolier, il signe une convention avec l'État congolais pour la construction des installations qui, par la suite, au bout d'une période donnée, soit ils peuvent dire que Quand bon, les la puits sont à concession, maturité, c'est ça? voilà, quand les puits sont à maturité sur 20 ans, le, la plateforme revient à l'État congolais. Donc, c'est à ce moment-là que la SNPC intervient. Soit il revend cette part à une autre société. C'est le cas de l'existence de Perenco qui a repris une bonne partie des plateformes cédées par l'État congolais, dont notamment l'Ikwala et Sanji et j'en passe. Mais je pense que Christian est en train de perdre de vue un élément fondamental pour lequel vous avez évoqué sur les recettes pétrolières. Parce que lorsqu'on essaie de faire une projection sur une période de 2022 à 2024, on se rend compte que les chiffres évoqués euh, prouvent à suffisance l'embellie qui devrait constituer une embellie pour notre économie. Lorsqu'on prend les recettes pétrolières de 2022 où vous avez évoqué où le baril Le est baril avait atteint voilà, franchi la barre de 110 les dollars. 110 dollars. Oui, le prix. Le Congo, bon, ça, sont les chiffres qui sont censés être officiels, mais là encore, on nous a affiché 2795 milliards de francs CFA, environ 4,3 milliards de dollars. Principalement, cette recette se justifie par le fait de cette embellie que vous venez d'évoquer sur la croissance du prix du baril qui, à cette époque, était minoré à 75 le prix du baril. Donc, vous voyez déjà que entre le prix réel évoqué et les recettes, alors que la production annuelle du Congo aussi entre 100 millions de barils à l'année.
Quand on Oui, fait mais évidemment, mais dans tous les cas, le- les Congolais le savent, hein. Je ne sais pas si il y a encore des naïfs au Congo, mais je ne pense pas. Tout le monde sait que le Congo n'a jamais présenté les vrais chiffres de son pétrole, de la vente du pétrole. C'est même la raison de l'existence de l'ITIE pour tenter de rapprocher un peu les statistiques. Mais sinon, le Congo n'a jamais présenté les vrais chiffres. Alors, Béchar Tombény, Pardon, Christian, oui, j'en venais juste pour évoquer un fait. Vous remarquerez que déjà en 2022, le prix, la recette pétrolière est proche du budget. Mais figurez-vous que à cette époque, on a eu à constater des déficits budgétaires, ce qui ne peut s'expliquer. déjà que Rien c'est un qu'avec la... paradoxe. Voilà, c'est un paradoxe. En 2024, c'est vrai que les recettes pétrolières ont baissé à 2470 milliards de francs CFA, mais on a noté un déficit budgétaire de 6%. Ce qui ne se justifie pas quand on à la lecture du budget évoqué en 2023. Donc, on voit bien que rien que les recettes pétrolières avoisinent déjà, apportent de l'énergie nécessaire pour pouvoir exécuter les budgets de notre pays de fond en comble. Mais curieusement, on se retrouve toujours dans des situations de déficit et on court vers un endettement qui ne saurait se justifier au vu de la situation actuelle de notre pays. Oui, mais évidemment, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est le fait qu'on a ces déficits finalement qui justifierait le recours vers un endettement qui nous étrangle? Bon, quand je dis nous, Congo, parce que nous sommes tous Congolais, qui nous étrangle aujourd'hui parce que la crise, elle est là. Et on nous explique qu'il n'y a plus d'argent parce que le gouvernement est en train de rembourser la dette extérieure du Congo. Donc, est-ce parce qu'il y a ces déficits qu'on s'en va s'endetter pour régler quel problème et pourquoi les revenus du pétrole congolais, un pétrole qui en plus ou de surcroît bien vendu, ne peut pas suffire pour voilà gérer, bien gérer. Là, nous avons mis en lumière ce qui devrait être la réalité des chiffres dans un pays sérieux. Ben, si on s'en tient aux chiffres que le gouvernement nous présente, effectivement, on se retrouverait à justifier les fameux déficits évoqués. Et donc, je prends le cas de 2023 où le gouvernement a affiché un déficit budgétaire de 6% du PIB, ce qui est l'équivalent de 1 000 milliards de francs CFA à couvrir. Or, pour couvrir ce déficit, il faut faire recours euh, aux recettes dites fiscales internes, c'est-à-dire que les recettes douanières et tout ce qui va avec. Malheureusement, quand on interroge les chiffres évoqués par le gouvernement congolais, les recettes internes produisent en moyenne 4 à 500 milliards de francs CFA, ce qui ne couvre pas le fameux déficit de 1 000 milliards que nous avons évoqué sur les 6%. Et par conséquent, ça justifie, à juste titre, pour couvrir le budget, ils sont obligés de courir vers un emprunt pour faire des choses dans le règle ou dans l'orthodoxie financière du respect de l'exécution du budget. Mais dans la pratique, c'est que, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, le comble est que les recettes pétrolières sont largement suffisantes pour pouvoir évoquer ou traiter les questions de notre budget. Je vais vous donner un exemple concret. Comment a-t-on fait pour construire les 14 000 milliards des générations futures avec des déficits annoncés à chaque fois? Ça veut dire que notre économie s'est retrouvée dans une situation d'embellie de 2010 à 2022. On a eu à recouvrir cette somme faramineuse qui aurait permis au Congo de décoller, mais sérieusement. Comme on le dit assez souvent, c'est devenu presque
une chanson au point d'être considéré comme étant le chien à bois, la caravane passe, en évoquant ces chiffres. Mais c'est vraiment, c'est honteux. Personne ne leur a demandé de nous mettre disponibles ces chiffres. Et comment, du jour au lendemain, on se retrouve à retrouver ces chiffres perdus dans la nature, alors que on ne serait pas là en train de courir vers un plan national d'optimisation de la dette, comme ils l'ont évoqué récemment, Oui, qu'ils mais ont le problème, c'est conduit. que, pardon, Béchar Tombelungu, ce qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre, moi que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans les années 2010, le Congo s'est vu sa dette presque, voilà, remise à zéro. Donc l'annulation de la dette congolaise. Et de 2010 à peine 2015 par là, 2016, pourquoi pas, jusqu'à 2021, on nous parle désormais d'une dette lourde. Et pendant cette même période, vous l'avez dit tout à l'heure, on nous parle des excédents budgétaires de l'ordre de 14 000 milliards. Et finalement, aujourd'hui, on vient nous parler de la dette, une dette lourde, il faut le dire comme ça. J'ai Ben, l'impression les qu'il y a quelque lourdes, chose qui ne marche pas là. Dans le même temps, on vend ben, bien le pétrole, on a beaucoup d'argent. Dans la même période, on va s'endetter. Dans cette même période, on vous parle des déficits. Il y a quelque chose qui cloche. Mais quelque chose qui cloche, Christian, vous le dites assez bien. Et à chaque fois qu'on a toujours eu une émission avec vous, on évolue de paradoxe en paradoxe avec ce gouvernement. Ça fait des années où ils viennent à nous donner des chiffres, même minorés, mais avec des excédents budgétaires, avec des croissances, parfois, pas parfois, avec une croissance positive et parfois même des croissances à deux chiffres. Mais le paradoxe, c'est qu'on se retrouve dans une situation d'inconfort dans la gestion de la chose publique, de l'intérêt public. Ça explique quoi? On ne va pas se voiler le visage, la corruption. On ne va pas se voiler le visage, le détournement des deniers publics. On ne va pas se voiler le visage, c'est que l'argent est utilisé à des fins personnelles pour alimenter les Panama Papers pour un clan ou pour un club d'amis qui pensent que le Congo, c'est un bien à eux et qu'ils ont le droit de se permettre de le gérer comme ils l'auraient voulu. Même une maison, on ne le gérerait, on ne devrait pas gérer sa maison avec autant de mépris que nos gouvernements présentent aux Congolais que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas Alors, comprendre qu'avec... pardon, Bécharton je Belundu. finis juste, Christian. Oui, On ne je peut vous pas en prie. comprendre qu'avec une embellie des recettes aussi importante des revenus pétroliers, qu'on ait du mal à gérer la dette publique du fait de cet enjeu majeur. Encore que le Congo ne serait même pas là en train de s'endetter. Au vu de ce que nous vivons et de ce que nous connaissons sur l'embellie des recettes pétrolières. Alors, Béchar Tombé Lundu, si j'ai bien compris, donc les recettes pétrolières du Congo finalement sont captées et planquées dans les comptes privés des membres du clan Sassou Nguesso, la vérité. C'est ça parce que, et j'aime bien le rappeler ici, c'est Mathias Nzon qui le disait, qu'au trésor public, l'argent du pétrole n'arrive plus. C'est vide, vide, mais alors zéro franc, même pas de centime, même pas un centime n'arrive au trésor public. Il disait même, il partait même plus loin pour dire que même les menus recettes, tu vois un peu, ont été finalement domiciliés dans une banque privée. Ben là Donc, encore, j'étais vous en dites train de qu'ils ont dire, été je vais terminer ma question Pardon, et Christian. oui, je vais terminer Allez-y. juste la question, s'il te plaît. Alors, donc, on capte tout l'argent du Congo, des recettes pétrolières, mais même les menus recettes, on les capte, on les place dans les banques privées, c'est-à-dire dans les comptes privés des membres du clan Sassou Nguesso, et on va s'endetter pour venir finalement
faire semblant de construire quelques infrastructures. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais proposer à nos téléspectateurs cet élément où le ministre Andeli en parlait. Suivez. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya, à ma gauche, est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Voilà, alors Béchar Tombelundu, pour le ministre Ondeli, tout ce qui a été construit au Congo, il parle bien de l'aéroport, la route nationale, et voilà. Tout ça, ça a été fait avec les prêts chinois. Et donc la question demeure d'actualité. Où va donc l'argent du pétrole congolais? Là encore, nous parlons Vous du parlez de pétrole, il y a l'argent le du bois, les pétrole minerais et congolais. autres. Mais où va donc Voilà. l'argent du pétrole congolais, puisque ça n'atterrit Il n'y a même pas pas que au l'argent du trésor? pétrole, il n'y a pas que l'argent du pétrole, Christian. Mettons un peu l'argent du pétrole de côté. Comment Milongo, paix à son âme, a pu gérer le Congo, a pu rattraper le retard de la dette sociale avec les recettes intérieures. Pour vous dire qu'il y a quand même un vrai potentiel autour de cette assiette fiscale. Et cette assiette fiscale, en fait, qui constitue le leitmotiv des déficits budgétaires constatés, vient du simple fait qu'il y a un boycott organisé. Vous avez dit que les recettes sont détournées pour alimenter les comptes Privé, oui. d'un clan que vous avez cité lors de Les votre membres du clan intervention. Sassou Nguesso, les éléments existent. Les éléments de preuve. OK, donc, partant sur ce fait, comment en fait, il faut peut-être chercher à comprendre comment ils font pour pouvoir détourner ces fonds. Vous Oui, mais c'est avez ce pour la mécanisme plupart des... peut-être qu'il faut comprendre comment ça se passe. Moi, je suis pas spécialiste Mais comment en ça se matière. passe? Je veux vous donner un exemple, que c'est déjà même un sujet qui est pendant en ce net moment, peut-être même au tribunal. Pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas citer le nom de la société. Il y a un scandale qui s'est déroulé au niveau de la douane, notamment à Pointe-Noire, où une équipe est allée dans une entreprise et après une expertise bien soutenue, ils se sont retrouvés à redresser l'entreprise à hauteur de près de 11 milliards de francs CFA de pénalité. Donc, l'État congolais devrait recouvrer cet argent pour pouvoir alimenter son assiette fiscale. Mais figurez-vous que le ministre du budget actuel, au nom de la libéralité de l'État à pouvoir jouir de son pouvoir, a annulé plus de 80% de cette dette pour ne faire payer que 20% à la société. Comment peut-on expliquer cette annulation? Et quand on interroge les agents qui ont donné de leur meilleur pour pouvoir redresser cette société, ben, il n'y a aucun argument qui justifie le fait que le ministre devrait annuler cette dette. Mais est-ce que ça veut Et la aussi dire conséquence, que c'est le quoi? ministre a ce droit-là de le faire? Normalement, l'État a la possibilité de pouvoir jouir de ses pouvoirs, de son pouvoir, le pouvoir de libéralité, on appelle ça, euh, pour accompagner une entreprise dans une situation de difficulté établie, peut annuler une partie de sa dette pour pouvoir redonner de l'embellie à cette entreprise. Mais dans le cas Oui, de mais annuler, l'entreprise c'est dont une je vous chose, parle, mais annuler jusqu'à plus de 60%, plus de 80%, comme vous l'avez dit, il doit avoir un problème là. C'est encore cette ben, affaire le de problème, c'est ce 10%. que Je vous venez t'annule d'évoquer. une bonne partie de ta dette et puis bon, écoute, après tu m'appelles
téléphone pour me remettre ma part, c'est ça? Ben voilà, vous avez compris le principe. C'est exactement ça. Il n'y a pas seulement la rétrocession qui se fait, mais il y a aussi là une situation qui euh, bousille, passez-moi l'expression, qui détruit la motivation du personnel en charge du dossier. Parce que figurez-vous que pour améliorer l'assiette fiscale en interne, le gouvernement avait mis en place une loi qui rétrocède, je pense, si je me souvenir ne me lâche, 7% du redressement aux agents verbalisateurs. Et donc, figurez-vous quel est le manque à gagner déjà pour ces agents. Et quand les agents réclament ce dû parce qu'il y a une loi qui leur autorise ça, ben, le ministre les envoie valser. Donc, vous vous Alors, rendez donc, compte comment peut-on améliorer l'assiette fiscale interne avec de tels comportements, alors que c'est là un vrai levier à pouvoir mettre en action pour diversifier les recettes fiscales de notre pays. alors donc, lorsqu'on revient sur les recettes pétrolières, et nous disions tout à l'heure que le Congo est lourdement endetté, je ne sais pas si euh, ça a baissé ou ça a encore Ça n'a augmenté, pas mais baissé, c'est 87% du PIB au chiffre annoncé par le FMI. C'est très, très lourd, c'est très très lourd. très, très lourd comme dette. Alors, Et parlons-en d'abord, une dette aussi lourde comme ça, les conséquences, c'est quoi? ben, une dette aussi lourde que ça, les conséquences, c'est que je vais prendre un exemple concret. En 2023, puisque là, au moins, le budget a été consommé de fond en comble, euh, la dette intérieure de notre pays, pardon, la dette extérieure, à elle toute seule, a consommé 35% du budget en termes de remboursement. C'est lourd. Quand vous prenez 35% de notre budget, vous vous représentez le poids de la dette. Donc, ça fait que une bonne partie des recettes pétrolières sont déjà parties. À côté, quand on observe le budget congolais, 95% du fonctionnement qui alimente les budgets des ministères qui ne servent à rien, je me permets de le dire, parce que Pourquoi il n'y a vous dites que aucun. ça ne sert à rien? C'est quand même la défense de la nation. La défense de la nation, peut-être pour le ministère de la Défense et les autres ministères, qu'est-ce qu'ils produisent en termes de richesse? Parce qu'aucune réforme structurelle n'est mise en œuvre pour pouvoir justifier la sortie de ces fonds ou les budgets alloués afin d'améliorer la qualité de vie des Congolais ou améliorer parler de la diversification de l'économie. Parce que le budget en lui-même, il sert à quoi? Pour pouvoir contribuer à donner la possibilité à notre pays de générer, de créer de la richesse. Mais le budget congolais en lui-même ne crée pas de la richesse. Au contraire, il l'enfonce davantage. Quand vous avez un budget d'investissement qui ne dépasse pas les 5%, comment voulez-vous créer de la richesse dans une nation? Et à côté, on vient nous pondre un programme national d'optimisation de la dette, mais qui ne prend en compte que là, la dette intérieure. Voilà encore Là, vous une faites absurdité. allusion au PNB, c'est ça? Ben exact, le PNOT, comme il l'appelle, le Programme national d'optimisation de la trésorerie que le ministre Gatier venait de mettre en route, je pense que c'était dit le 14, j'ai vu un communiqué circuler qui parle de cette éventualité, mais quand je rentre dans le fond de ce programme, ben Christian, franchement, je Oui, c'est peine à le quoi ce que dire. vous avez dû noter? Est-ce qu'on peut nous en parler? Bah, ce que j'ai dû noter, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce programme met en lumière une sérieuse insuffisance dans la gestion de la dette publique, en ciblant exclusivement la dette intérieure, tout en ignorant la dette extérieure, plus lourde que la dette intérieure. Donc, malgré ces contraintes, ben, on met cette dette extérieure de côté pour privilégier la dette intérieure. Donc, cela reflète en fait un manque de vision globale dans l'anticipation qui risque de plonger davantage le pays dans une situation économique à moyen terme, dans des situations de cessation de paiement. Donc, cette approche, pour moi, fragmentée, euh,
justifie l'état de cessation de paiement dans lequel notre pays se trouve actuellement. Et C'est en quelle aurait fait été pour vous, d'abord, pour vous, quelle aurait été l'alternative? Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Qu'est-ce qui aurait dû être fait dans le contexte actuel? Je veux prendre un exemple juste sur le budget. Tout à l'heure, nous avons parlé des déficits budgétaires Mhm. de 6%, pour ne prendre que 2023. Euh, pour un économiste sérieux ou pour un ministre des Finances sérieux, la mesure du PNOT, en fait, est basée sur le rééchelonnement de la dette. Ça veut dire quoi? Là, ils souhaitent rééchelonner la dette sur une période de 10 ans. Mais elle ne réduit pas la dette en elle-même. Donc, ça donne juste la possibilité de minorer le taux de remboursement, pardon, les échéances de remboursement sur une durée de 10 ans. Un exemple concret, si vous devez 1000 francs et que vous Oui. devrez rembourser d'ici à 2026 250, Non, pour disons dans atteindre, une semaine, comme ça au moins nos téléspectateurs voilà, nous dans une comprennent. semaine, vous allez négocier, dire, bon, je veux rembourser ma dette sur un mois pour payer à raison de 100 francs jusqu'à atteindre l'échéance. Est-ce que là, vous avez réduit votre dette? Non. Ça vous donne juste la possibilité de pouvoir utiliser vos recettes ou votre salaire réel sans pourtant que la plus grande partie ne soit absorbée par le paiement de vos dettes. Mhm. Mais entre-temps, comme j'ai dit, si on était sérieux, ce qu'on aurait pu faire, c'est quoi? Dans le cas du budget du Congo, qui est déficitaire à hauteur de 6%, on aurait dû réduire le déficit à hauteur de 3% pour pouvoir générer une recette de 500 milliards de francs CFA, plus le déficit de 6% est l'équivalent de 1000 milliards de francs CFA en net. Pardon, une toute petite question à ce niveau-là. Lorsque vous parlez du rééchelonnement de la dette, vous avez pris un exemple. Une dette qui a été contractée pour 5 ans ou 10 ans, ben on va réchelonner sur 20 ans, 30 ans. Vous avez Ils ont dit dit, 10 ans. on n'a pas réduit la dette, mais on a réchelonné. Est-ce que en le C'est-à-dire faisant, qu'on a par exemple, ça divisé, veut dire aussi que dans le même temps, on peut continuer à aller s'endetter, c'est ça? c'est exactement ça, parce que en rééchelonnant la dette, ça veut dire que ça donne la possibilité au gouvernement de pouvoir Continuer à avoir de la s'endetter. liquidité, voilà, de la liquidité fraîche, mais cette liquidité, dans le cas ici, en fait, le montant qui est à couvrir est de 451 000 milliards, comme évoqué dans le PNOT qui est ce programme, sur une dette intérieure de 234 000 milliards de francs CFA, ce qui est l'équivalent de 62%, 0,70 comme évoqué. Donc, ce sont les 1451 milliards qu'il faut étaler sur 10 ans pour pouvoir donner de la ressource aux recettes fiscales de notre pays. En moyenne, ça produirait combien de milliards en termes de revenus? C'est même pas un revenu, c'est pas la bonne expression. En termes de souffle, voilà, voilà la bonne expression. On serait autour de 100 à 150 milliards sur la période que le gouvernement devrait recouvrir. Mais est-ce que cette somme couvre les déficits annoncés? Je dirais non. Alors qu'en réduisant euh, les déficits budgétaires, nous serons emmenés à pouvoir non seulement euh, rembourser une bonne partie de la dette, c'est-à-dire la dette va se retrouver réduite, mais elle nous donnerait aussi de la marge de manœuvre pour pouvoir créer de la richesse en réinvestissant sur les 500 milliards de francs CFA que j'ai évoqués tout à l'heure pour expliquer cette embellie, cette solution. Oui, mais en réchelonnant comme ça encore, il faut peut-être qu'on ait des gens, j'allais dire, des gouvernants sérieux, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on procède à tous ces mécanismes que vous venez d'expliquer, que dans le même temps, on continue à voler
à piller les caisses de l'État. Ça ne changera rien. Et c'est la question que je posais, de savoir comment se fait-il que le Congo, qui produit le pétrole depuis pratiquement 50 ans, est toujours endetté, mais toujours des lourdes dettes qu'il faut toujours rembourser, même quand on les annule, il y a toujours des dettes et la population est toujours dans la misère. En aucun moment, le Congo n'a connu une période où ben voilà, les populations se disent ben, cette fois-ci, nous profitons quand même de notre pétrole. Depuis là, ce sont des réchelonnements, des dettes. On ne fait que rembourser des dettes, des dettes. Et on a Mais on ne fait compris que rembourser des finalement, dettes parce que les dettes contractées sont mal utilisées, ne sont pas utilisées pour des fins réelles pour lesquelles ils ont été contractés. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. J'ai de mémoire des années 2000, 2020, moi j'étais encore au Congo, je pense, 2016-2020, on s'est retrouvé dans le budget du Congo avec une somme de près de 200 millions pour la construction d'un bac, d'un pont pour enlever un bac. C'est le bac de la l'UIC. oui, 3 années de suite, on a retrouvé la même rubrique, mais le pont n'avait jamais été construit jusqu'à ce qu'ils l'ont enlevé. Donc, vous voyez, sous-entendu qu'on est allé s'endetter pour construire le pont de la l'OEC dans le département du Niari. mais c'est ce qu'on Budget a en toujours fait. révision. Vous connaissez bien sûr le plan, le programme, hein, c'est ça. 12 hôpitaux, les 12 hôpitaux généraux, ça vous dit quelque chose? Ben, on a Bah, décaissé 700 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans, peut-être par là. Non, mais on a livré 3 hôpitaux, à la rigueur, ben, même inachevés, il faut le dire comme ça. il y a même Voilà, les l'hôpital 9 autres, général des armées on nous qui est parle presque. d'ailleurs de la route, une route qui avait été voilà, financée à hauteur de quelque chose de 130 et quelques milliards, mais qui n'a jamais vu le jour. Et ça, Bouya, on sait quelque chose. Quand je parle comme ça, Jean-Jacques Bouya, on sait quelque chose. Et donc, on a des pratiques comme ça où on a évidemment arrêté un budget, mais après, bon, tout raflé, on a capté tout l'argent, on est allé planquer dans les paradis fiscaux, un pays où c'est juste un rappel. Vous avez 5 dignitaires qui ont quand même plus de 5 500 milliards de francs CFA planqués dans leur compte, dans les paradis fiscaux. Et 5 autres ont 9 000 milliards. C'est là où je dis, quelle que soit la procédure, quelles que soient les méthodes, les mécanismes que vous expliquez ici, le problème, c'est là que je vais vous poser une question parce qu'on est aussi vers la fin. Est-ce que ce n'est pas un problème d'homme? Bah, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de mauvaise foi parce que euh, pour ne rester que dans l'idée du PNOT, en lui-même, l'idée du PNOT n'est pas mauvaise en soi. C'est juste qu'en l'absence de réformes structurelles conséquentes, comme vous venez de l'évoquer, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que notre économie se repose sur les recettes pétrolières qui, malgré leur embellie, sont présentées aux Congolais comme étant en situation d'insécurité du fait de la variation du coût du baril, ce qui n'est pas le cas. Mais le gouvernement congolais nous met en évidence que le coût du baril qui fluctue à chaque fois justifie les difficultés rencontrées, ce qui est faux. Vous voyez? Donc, partant de cette hypothèse, on va se retrouver encore à aller s'endetter davantage. Parce que pour le cas de ce programme, il ne s'intéresse qu'à la dette intérieure. Que fait-on de la dette extérieure qui, elle, est aussi lourde que la dette extérieure? Donc pour moi, ce programme, c'est encore de la poudre aux yeux qu'on met ou qu'on présente aux Congolais, dans la mesure où elle ne contribue pas à réduire l'endettement du Congo. Au contraire, on court là un risque de se retrouver dans un endettement encore plus important parce qu'il n'y a aucune création de la richesse derrière ce programme. Les fonds recouvrés ne vont même pas contribuer à pouvoir exécuter le plan, les 10 mesures pour ne revenir qu'à ça, les 10 mesures de création de 10 000 emplois et les 100 000 emplois pour la jeunesse. Donc, il y a rien. La preuve dans le gouvernement de
pardon, dans le budget de 2025, il n'y a aucune rubrique qui parle de cette situation de façon claire. Donc, les enseignants vont se retrouver encore sans aucune intégration. On va se retrouver avec des infirmières qui sont stagiaires depuis 25 ans. C'est En train de gagner 30 franchement, 000 francs CFA. franchement, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas à poser un comportement aussi méprisant à l'endroit de son peuple. Mais dans, Quel dans la type de recherche, cœur? évidemment, des solutions, ils ont parlé ils préconisent instaurer une taxe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, la taxe de solidarité nationale, à hauteur de 1200 francs CFA pour tout Congolais âgé de 18 ans et plus. Et nous savons que aujourd'hui les statistiques sont telles que les Congolais, voilà, c'est la population est autour, il faut le dire comme ça, sensiblement 6 millions d'habitants. Alors on instaure donc une taxe de solidarité avec 1200 fois le nombre des Congolais qui ont 18 ans et plus. Est-ce que ça peut aller dans dans le sens de Bah, la Christian, recherche quand on de essaie, similitudes? ils ont évalué cette recette à hauteur de 6 milliards de 6 francs milliards, CFA. qu'est-ce que ça peut apporter dans Qu'est-ce que l'économie 6 congolaise? milliards peut apporter dans l'assiette fiscale de notre pays ou comme élément de contribution pour créer de la richesse? Tout à l'heure, je venais de vous donner une approche de solution. Je vais vous donner encore une autre approche de solution en faisant usage des Oui, mais avant de énergies. continuer, pardon, Béchar Tombé, est-ce que la taxe, pour vous, elle est opportune? Il n'y a pas une opportunité quand un peuple est aussi meurtrier comme c'est le cas pour le peuple congolais. C'est pour cette raison que je me suis vite pressé à donner une vraie piste pour donner la possibilité à l'État de diversifier ses richesses et avoir de la recette fiscale nette pour pouvoir contribuer au développement ou à améliorer la qualité de vie des Congolais pour créer de la richesse à travers cette disposition. Donc, on me dirait d'inscrire une ligne dans le note. Je proposerai au ministre Gatté de faire une émission des obligations vertes avec pour objectif de lever des fonds pour financer des projets énergétiques renouvelables, hydroélectriques, solaires, de la biomasse via des obligations vertes. Figurez-vous que à l'échelle internationale, il y a une levée de fonds de 300 milliards de dollars qui ont été levés par le monde financier pour des projets durables dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, le Congo pourrait émettre des obligations vertes pour financer ces projets dans l'hydroélectrique avec le potentiel de 1400 mégawatts en hydroélectrique et un potentiel solaire de 2500 heures d'ensoleillement par an. Vous voyez, ça, c'est déjà une vraie source de revenus. Là, on va créer de la richesse. Cette émission de bons pourrait être impactée à hauteur de 500 milliards d'obligations vertes. Cette obligation pourrait financer des projets énergétiques comme je l'ai évoqué. Quel serait l'impact de cette mesure? Elle va donner la possibilité, dans la construction des barrages, où il y aura création des emplois, le fait qu'il y ait de l'énergie électrique, ça va améliorer la qualité de vie des Congolais. Un autre impact financier, c'est que à travers l'interconnexion avec la sous-région, ça va constituer une recette réelle et concrète. Et les énergies vertes, il n'y a pas de fluctuation de prix comme le pétrole. Donc, ça va être de la recette nette et réelle et concrète, ce qui pourrait contribuer à créer de la richesse pour notre pays. Je donnerai le Ok. cas d'un pays qui a usé de cette approche, l'Égypte. L'Égypte a levé en 2020 750 millions de dollars
de fonds verts pour pouvoir financer son économie. Donc, vous voyez, des États qui sont censés être sérieux, là, cette opportunité nous donne de la recette et contribue à alléger le poids de la dette parce qu'on a de la ressource pour pouvoir financer le paiement de nos dettes. Que d'aller échelonner une dette sur Oui, la mais base des recettes évidemment, pétrolières sans créer de la richesse. Béchar Tombé-Lundu, moi quand je vous entends, je vous comprends. Et je l'entends très bien, les solutions que vous proposez. Mais sauf que il faut se le dire, et c'est ça, c'est une vérité. Ceux qui sont à la tête du Congo-Brazzaville ne sont pas là pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Depuis qu'ils sont revenus par les arbres, depuis 1997, on les a observés. Ça fait déjà bientôt plus de 27 ans, 26 ans par là. On les a observés, de quoi ils sont capables. Donc, ce n'est pas tant l'argent qui manque au Congo, les ressources, il y en a au Congo. La preuve, au cours d'une émission, vous nous avez même démontré comment est-ce que certains projets ont été finalement, voilà, abandonnés, alors que c'est des projets qui pouvaient apporter de l'argent. Moi, je sais quelque chose. Si Tonkola, on a voulu créer une entreprise, je crois, de potasse au Congo. Oh, bah, l'usine, en fait, celui qui était venu avec le projet est reparti parce que simplement un monsieur de gouvernement voulait avoir des parts là-dedans, c'est-à-dire être lui aussi voilà une prise de part alors qu'il n'avait rien apporté comme capitaux. Voilà. Et il y a beaucoup de projets comme ça. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Nous avons dit, il y a le bois qui est exploité depuis fort longtemps, le pétrole, qui est la ressource principale. Nous avons des menus recettes, nous avons les recettes fiscales ou douanières, nous avons. Le Congo n'a que trop d'argent, en fait. Beaucoup N'a que trop trop d'argent, d'argent, je suis mais on ne d'accord comprend avec pas vous, ce qui se Christian passe Perrin. aujourd'hui. Donc, tous ces mécanismes-là, peut-être pour, si jamais vous arrivez à la tête du Congo, nous vous souhaitons d'ailleurs cette chance. Voilà, peut-être Et que ça voilà, pourrait marcher. En fait, ce le serait Congo, notre j'allais dire à ambition. la fin, et c'est par là que je vais terminer avec vous, c'est un problème d'homme. Et que faut-il faire concrètement? Le problème du Congo, c'est un problème d'homme, comme nous l'avons évoqué tout au long de cette émission. Les approches de solutions, c'est juste que le temps ne nous le permet pas. On aurait pu parler On y d'un reviendra, on a tout partenariat. le temps, on a Oui, des émissions, une oui, oui, série on y d'émissions, on y reviendra. reviendra. Pour On a un l'instant, l'approche, c'est partenariat quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour privé-public. que les choses changent? Pour que le Congo respire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent? Dans le cas d'espèce, nous avons un gouvernement qui est encore là jusqu'en 2026. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de s'égosiller en tant que patriotes à leur proposer des approches de solutions pour les aiguiller sur le chemin, sous-entendu qu'ils sont perdus. Maintenant, si ils ne sont pas perdus et qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, c'est juste de la mauvaise foi. À ce moment-là, ils n'ont pas leur place. Il faut qu'ils laissent l'opportunité à ceux qui pensent à la nation, ceux qui pensent à l'intérêt public, de pouvoir mettre en musique les solutions adéquates pour pouvoir créer de la richesse et résorber les situations de cessation de paiement que eux, ils ont créées de par la mauvaise gouvernance, de par la mauvaise gestion, assaisonnée par leur mauvaise foi. Alors, Voilà. toujours dans le cas, par exemple, si on veut les aider, parce que de toute façon, c'est notre pays, c'est le patrimoine commun que nous avons. En fait, ma question, c'était de savoir si vous serez ouvert à partager vos informations, par exemple, avec ce gouvernement pour les aider, puisqu'ils sont encore là jusqu'à, je vous avais dit, encore 2 ans. 2026, c'est encore loin, encore qu'on y arrive. Est-ce que vous êtes ouvert à partager vos informations pour qu'ils ne disent pas un jour, ben oui, bon, oui, nous, on ne savait pas comment ça fonctionnait, mais on n'avait personne pour nous faire la proposition, et maintenant qu'ils peuvent profiter de votre expérience, vous serez prêt à leur partager vos informations? Christian Perrin, si je m'amuse à donner les chiffres, c'est juste parce que derrière, il y a un intérêt pour susciter cet intérêt qu'ils sachent qu'on ne dit pas les choses parce qu'on veut juste les dire. En les chiffrant, ça veut dire que derrière, il y a une étude. Je veux vous faire une révélation
pour dire que même si on leur donne ces éléments, ils ne savent pas copier. J'ai réalisé une émission à une époque où j'étais encore au pays. C'est pas la première fois, je pense que vous le savez fort bien, Très bien, où oui. j'avais évoqué la question de l'assurance maladie en prélevant une somme maudite en fonction, une somme infime en fonction des revenus de chaque fonctionnaire. La recette engrangée devrait nous produire 1,5 milliard de francs CFA qui devrait contribuer à financer l'assurance maladie avec pour conséquence donner l'opportunité à tous les fonctionnaires de se soigner, disons, entre griffes gratuitement, mais en ne dépensant moins de 50 000 au mois. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Après cette émission, ils se sont pressés sur cette analyse en nous produisant un programme sur la gratuité de la césarienne et la gratuité de 0 à 5 ans du traitement du Traitement du paludisme, palu, etc. alors Oui, que, vous vous souvenez? tout à fait. Alors que on était loin de cette réalité. Ça leur coûtait quoi de se rapprocher pour dire, bon, ben, vous avez évoqué cette idée, comment la construire? Donc, même tout ce qu'on est en train de faire, j'ai beau dire que je suis ouvert à pouvoir leur mettre disponible certaines informations, ils ne savent pas copier, Christian. Vous l'avez bien évoqué, ils ne sont pas là. Ou parce qu'ils ne veulent pas copier. Voilà. C'est simplement, ou parce qu'ils ne veulent Voilà. rien Ils faire. ne sont pas là pour l'intérêt du Congo. Ça ne sert à rien de se voiler le visage. Ben, attendons de voir leur temps passer et que la Bon, nature pourra peut-être. régler par la suite pour nous donner cette opportunité de donner à tout compatriote qui aura en charge la gestion de notre pays, ces éléments pour soulager notre peuple et soulager notre pays parce que moi, j'ai bien peur de me retrouver une fois dans le pays des allongés, que mes enfants viennent me jeter de la pierre sur ma tombe parce que j'avais les éléments mais que je n'ai pas fourni au commun du mortel pour contribuer à améliorer leur vie. Parce que demain, c'est eux. Nous, on est en train de partir là. Béchar Tombé-Lundu, une question, j'allais dire, donc la réponse, elle est facultative. Vous pouvez ne pas répondre. Au-delà de tout ce qu'on se dit, depuis qu'on a commencé ces émissions sur l'économie congolaise, on parle du pétrole, des autres ressources. Vous avez démontré même que finalement, le Congo-Brazzaville, si les ressources étaient bien gérées, il y aurait même une allocation comme ça qu'on pouvait accorder aux jeunes qui n'ont pas de l'emploi. Et vous parlez même en termes de 300 et quelques mille francs CFA par jeune. Et on se rend compte que finalement, lorsqu'on lit, puisqu'aujourd'hui nous parlions de ces statistiques qui ont été balancées sur les réseaux sociaux, vous avez même dit que ces chiffres ne vous convainquent pas du tout. Ils ont été minorés. Et on se rend compte que le pétrole se vend bien, mais l'argent ne se fait pas voir. Et on continue à aller s'endetter pour dire aux Congolais, non, nous sommes en train de payer la dette. Qu'est-ce qui se passe concrètement au Congo? Et je vous ai aussi dit qu'ils ont, tout à l'heure vous avez réagi, sur la taxe. Une taxe de solidarité nationale. Et je vous ai posé la question de savoir si elle était opportune. Vous avez dit, pas question. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement? Quel, que dire en définitif, en fait, de tout cela? En définitive, Christian, j'ai bien compris la philosophie de votre question et la pertinence de la réponse en vaut la peine. Ce que je remarque comme vous, c'est qu'il y a là comme une volonté manifeste de la part de nos gouvernants à pouvoir créer, à resserrer les taux autour de la population pour les pousser dans la rue, étant donné qu'ils sont déjà dans la rue du fait de l'absence des conditions de vie dignes d'un peuple. Et par conséquent, je me dis que le gouvernement, étant donné qu'ils sont dans la limite du possible, dans l'incapacité de proposer là des solutions concrètes, puisqu'ils ne vont pas s'interdire de voler, ils ne vont pas s'interdire de s'auto-corrompre, et la continuité de cette façon de faire
est loin de pouvoir les échapper. Et vu qu'ils sont dans ce dispositif et qu'on approche à 2026, il faut créer les conditions pour pouvoir nous emmener vers une insurrection qui justifierait un état d'urgence planifié pour annuler les échéances de 2026 et nous prendre une transition sur peut-être encore 5 ans et rebelote. Le Congo va se retrouver dans le même scénario, dans le même tableau, et vous et nous, peut-être que nous ne serons plus de ce monde. Et voilà, quand on voit le taux de mortalité du Congo et qu'on se rend compte qu'il y a même un colonel que j'ai vu dans les réseaux sociaux qui a buté froidement son épouse sous le prétexte que cette dernière a contribué à la mort de ses 2 frères, étant donné qu'elle était infirmière sous les commandes de je ne sais qui, moyennant une somme en injectant un produit sur ces derniers. Donc, vous voyez, tout ça, ça contribue à faire que on ne sait pas où on va, en fait. Donc, Tout à voilà. fait, évidemment. Bon, mais voilà, où on a là en face, j'allais dire, bon, après l'image peut choquer, mais bon, c'est vrai en plus, hein, c'est comme le dos de canard. On a beau verser de l'eau, il suffit qu'il secoue et puis bon, il s'en va. Ouais, Et voilà, en tout cas, c'est merci cool, ça beaucoup, va. Béchar Tombé Lundu, d'avoir encore été Un, avec nous sur R7. Je vais vous laisser quelques secondes, hein, quelques secondes pour conclure parce que finalement, on a même dépassé l'heure. un mot de la fin Oui. pour lequel je pense que notre pays traverse une période critique, une crise qui exige une prise de conscience à tous les niveaux. Le Congo est à la croisée des chemins. Il est de notre devoir en tant que peuple souverain d'exiger de nos dirigeants une gestion publique rigoureuse, transparente et visionnaire. Nous ne pouvons plus accepter l'improvisation ni la mauvaise gestion qui hypothèque l'avenir de notre nation. Il est temps que nos gouvernements comprennent que la prospérité de ce pays repose sur une vision claire et des actions concrètes pour un développement inclusif, durable. Mais au-delà des dirigeants, c'est à vous, ou pour ne pas dire à nous, peuples congolais, plus particulièrement à la jeunesse militante engagée des partis politiques, que je m'adresse. Vous êtes la force de ce pays, vous portez l'espoir de demain, vous avez le pouvoir d'influencer, de choisir et d'agir sur le bien commun. Pourtant, trop souvent, les choix stratégiques se font sous l'emprise des calculs partisans au détriment de l'intérêt collectif. Je nous appelle à faire preuve de lucidité et à orienter nos combats et vos engagements politiques vers le développement inclusif du Congo. Ne laissez pas vos convictions être détournées par des intérêts personnels ou des promesses éphémères. Soyez des gardiens d'une vision à long terme pour notre nation. En tout cas, merci Béchar Tombé Lundu. Je rappelle que vous êtes spécialiste des ressources humaines, analyste économiste, ancien directeur des ressources humaines de CGLEC Congo. Grand merci d'avoir disposé donc une fois de plus ce temps pour échanger avec nous sur R7. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore suivis, de nous avoir fait confiance. Les petits gestes, vous les connaissez désormais, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous pensez évidemment de la gestion des ressources naturelles au Congo-Brazzaville et particulièrement le pétrole congolais. Serait-il vraiment une malédiction pour les Congolais ou c'est des hommes qui ont un problème? Merci et donc on se retrouve très prochainement.